La confrontation globale reléguait les problèmes économiques et sociaux urgents à la périphérie des relations internationales et de l'agenda mondial. De même que n'importe quelle guerre, la guerre froide nous a laissé, pour ainsi dire, des obus non explosés. Je pense aux stéréotypes idéologiques, aux doubles standards et autres clichés hérités de la mentalité des blocs. Le monde unipolaire proposé après la guerre froide ne s'est pas non plus réalisé. Certes, l'histoire de l'humanité a connu des périodes d'unipolarité et d'aspiration à la domination mondiale. Je tiens à le souligner, parce que personne ne peut plus trouver refuge derrière le droit international. Évidemment, cette politique est le catalyseur de la course aux armements. La domination du facteur force alimente inévitablement l'aspiration de certains pays à détenir des armes de destruction massive. Qui plus est, on a vu apparaître des menaces foncièrement nouvelles qui étaient connues auparavant, mais qui acquièrent aujourd'hui un caractère global, par exemple, le terrorisme. Je suis certain qu'en ce moment crucial, il faut repenser sérieusement l'architecture globale de la sécurité. Il va sans dire que les principales puissances mondiales doivent voir cette menace et organiser, par conséquent, un système plus démocratique et plus équitable de rapports économiques qui donne à tous une chance et une possibilité de développement. Intervenant à une conférence sur la sécurité, on ne peut pas, non plus, mesdames et messieurs, passer sous silence l'activité de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. Février 2007, à Munich, les plus grands dirigeants du monde sont réunis pour parler de sécurité internationale. L'ambiance est formelle, presque prévisible, jusqu'au moment où Vladimir Poutine prend la parole. Ce qu'il va dire ici va faire trembler les diplomates. En quelques minutes, il annonce la fin du monde unipolaire dominé par les États-Unis, critique violemment les guerres menées sans concertation et appelle à un nouvel équilibre des forces. Ce discours, c'est un véritable avertissement, un point de rupture entre la Russie et l'Occident. Mais pourquoi ce moment précis est-il si important? En quoi son message de 2007 influence-t-il encore la politique mondiale d'aujourd'hui? Installez-vous confortablement et on décrypte tout ça ensemble. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, abonnez-vous dès maintenant pour ne plus manquer nos prochaines analyses. On peut commencer. Спасибо большое, Madame la chancelière fédérale, Monsieur Teltchik, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour cette invitation à participer à une conférence aussi représentative qui a réuni hommes politiques, militaires, entrepreneurs et experts de plus de 40 pays du monde. Le format de conférence me permet d'éviter les formules de politesse superflues et de recourir aux clichés diplomatiques aussi agréables à entendre que vides de sens. Le format de la conférence me permet de dire ce que je pense des problèmes de la sécurité internationale. Si mes jugements vous semblent inutilement polémiques ou même imprécis, je vous demande de ne pas m'en vouloir. Ce n'est qu'une conférence et j'espère que dans 2 ou 3 minutes, M. Teltchik n'allumera pas la lampe rouge. On sait que les problèmes de la sécurité internationale sont bien plus larges que ceux de la stabilité militaro-politique. Ces problèmes concernent la stabilité de l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, la sécurité économique et le développement du dialogue entre les civilisations. Le caractère universel et indivisible de la sécurité est reflété dans son principe de base. La sécurité de chacun signifie la sécurité de tous. Franklin Roosevelt avait déclaré au début de la Seconde Guerre mondiale, « Où que la paix soit rompue, c'est le monde entier qui est menacé ». Ces paroles restent valables aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet de notre conférence en témoigne. Les crises globales impliquent une responsabilité globale. Il y a 20 ans, le monde était divisé sur le plan économique et idéologique et sa sécurité était assurée par les potentiels stratégiques immenses des 2 superpuissances. La confrontation globale reléguait les problèmes économiques et sociaux urgents à la périphérie des relations internationales et de l'agenda mondial. De même que n'importe quelle guerre, la guerre froide nous a laissé, pour ainsi dire, des obus non explosés. Je pense aux stéréotypes idéologiques, aux doubles standards et autres clichés hérités de la mentalité des blocs. Le monde unipolaire proposé après la guerre froide ne s'est pas non plus réalisé. Certes, l'histoire de l'humanité a connu des périodes d'unipolarité et d'aspiration à la domination mondiale. L'histoire de l'humanité en a vu de toutes sortes. Qu'est-ce qu'un monde unipolaire? Malgré toutes les tentatives d'embellir ce terme, il ne signifie en pratique qu'une seule chose. C'est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force et un seul centre de décision. C'est le monde d'un unique maître,
d'un unique souverain. En fin de compte, cela est fatal à tous ceux qui se trouvent au sein de ce système aussi bien qu'au souverain lui-même, qui se détruira de l'intérieur. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec la démocratie, car la démocratie, c'est, comme on le sait, le pouvoir de la majorité qui prend en considération les intérêts et les opinions de la minorité. À propos, on donne constamment des leçons de démocratie à la Russie. Mais ceux qui le font ne veulent pas, on ne sait pourquoi, eux-mêmes apprendre. J'estime que le modèle unipolaire n'est pas seulement inadmissible pour le monde contemporain, mais qu'il est même tout à fait impossible. Non seulement parce que, dans les conditions d'un leader unique, le monde contemporain, je tiens à le souligner, contemporain manquera de ressources militaro-politiques et économiques. Mais, et c'est encore plus important, ce modèle est inefficace car il ne peut en aucun cas reposer sur la base morale et éthique de la civilisation contemporaine. Cependant, tout ce qui se produit actuellement dans le monde, et nous ne faisons que commencer à discuter à ce sujet, est la conséquence des tentatives pour implanter cette conception dans les affaires mondiales, la conception du monde unipolaire. Quel en est le résultat? Les actions unilatérales, souvent illégitimes, n'ont réglé aucun problème. Bien plus, elles ont entraîné de nouvelles tragédies humaines et de nouveaux foyers de tension. Jugez par vous-même. Les guerres, les conflits locaux et régionaux n'ont pas diminué. Monsieur Teltchik l'a mentionné d'une manière très délicate. Les victimes de ces conflits ne sont pas moins nombreuses, au contraire, elles sont bien plus nombreuses qu'auparavant. Nous sommes en présence de l'emploi hypertrophié, sans aucune entrave, de la force militaire dans les affaires internationales qui plonge le monde dans un abîme de conflits successifs. Par conséquent, aucun des conflits ne peut être réglé dans son ensemble. Et leur règlement politique devient également impossible. Nous sommes témoins d'un mépris de plus en plus grand des principes fondamentaux du droit international. Bien plus, certaines normes, en fait, presque tout le système du droit d'un seul État, avant tout, bien entendu, des États-Unis, a débordé de ses frontières nationales dans tous les domaines, dans l'économie, la politique et dans la sphère humanitaire, et est imposé à d'autres États. À qui cela peut-il convenir? Dans les affaires internationales, on se heurte de plus en plus souvent au désir de régler tel ou tel problème en s'inspirant de ce qu'on appelle l'opportunité politique, fondée sur la conjoncture politique. Évidemment, cela est très dangereux, personne ne se sent plus en sécurité. Je tiens à le souligner, parce que personne ne peut plus trouver refuge derrière le droit international. Évidemment, cette politique est le catalyseur de la course aux armements. La domination du facteur force alimente inévitablement l'aspiration de certains pays à détenir des armes de destruction massive. Qui plus est, on a vu apparaître des menaces foncièrement nouvelles qui étaient connues auparavant, mais qui acquièrent aujourd'hui un caractère global, par exemple, le terrorisme. Je suis certain qu'en ce moment crucial, il faut repenser sérieusement l'architecture globale de la sécurité. Il faut rechercher un équilibre raisonnable des intérêts de tous les acteurs du dialogue international. D'autant plus que le paysage international change très rapidement et substantiellement en raison du développement dynamique de toute une série d'États et de régions. Madame la chancelière fédérale l'a déjà mentionné. Ainsi, le PIB commun de l'Inde et de la Chine en parité de pouvoir d'achat dépasse déjà celui des États-Unis. Le PIB des États du groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine, évalué selon le même principe, dépasse le PIB de l'Union européenne tout entière. Selon les experts, ce fossé va s'élargir dans un avenir prévisible. Il ne fait pas de doute que le potentiel économique des nouveaux centres de la croissance mondiale sera inévitablement converti en influence politique et la multipolarité se renforcera. Le rôle de la diplomatie multilatérale s'accroît considérablement dans ce contexte. L'ouverture, la transparence et la prévisibilité en politique n'ont pas d'alternative raisonnable et l'emploi de la force doit effectivement être une ultime mesure, de même que la peine de mort dans les systèmes judiciaires de certains États. Aujourd'hui, au contraire, nous observons une situation où des pays dans lesquels la peine de mort est interdite même à l'égard des assassins et d'autres dangereux criminels participent allègrement à des opérations militaires qu'il est difficile de considérer comme légitimes et qui provoquent la mort de centaines, voire de milliers de civils. Une question se pose en même temps. Devons-nous rester impassibles face à divers conflits intérieurs dans certains pays, aux actions des régimes autoritaires, des tyrans, à la prolifération des armes de destruction massive? C'est le fond de la question posée à la chancelière fédérale par M. Lieberman, notre vénérable collègue. Ai-je bien compris votre question? Dit-il en s'adressant à Joseph Lieberman. Bien entendu, c'est une question importante. Pouvons-nous assister impassiblement à ce qui se produit? J'essaierai de répondre à votre question. Bien entendu,
Nous ne devons pas rester impassibles. Bien sûr que non. Mais avons-nous les moyens de faire face à ces menaces? Oui, nous les avons. Il suffit de se rappeler l'histoire récente. Le passage à la démocratie n'a-t-il pas été pacifique dans notre pays? Le régime soviétique a subi une transformation pacifique, malgré la grande quantité d'armes, y compris nucléaires, dont il disposait. Pourquoi donc faut-il bombarder et pilonner aujourd'hui à tout bout de champ? Manquerions-nous de culture politique, de respect pour les valeurs démocratiques et le droit, en l'absence d'une menace d'extermination réciproque? Je suis certain que la Charte des Nations Unies est l'unique mécanisme d'adoption de décisions sur l'emploi de la force en tant que dernier recours. Dans cet ordre d'idées, ou bien je n'ai pas compris ce qui vient d'être déclaré par notre collègue ministre italien de la Défense, ou bien il ne s'est pas exprimé clairement. En tout cas, j'ai entendu ce qui suit. L'usage de la force ne peut être légitime que si cette décision a été prise par l'OTAN, l'Union européenne ou l'ONU. S'il l'estime effectivement, alors nos points de vue sont différents. Ou bien j'ai mal entendu. L'usage de la force n'est légitime que sur la base d'un mandat des Nations Unies. Il ne faut pas substituer l'OTAN et l'Union européenne à l'Organisation des Nations Unies. Lorsque l'ONU réunira réellement les forces de la communauté internationale qui pourront réagir efficacement aux événements dans certains pays, lorsque nous nous débarrasserons du mépris du droit international, la situation pourra changer. Sinon, elle restera dans l'impasse et les lourdes erreurs se multiplieront. Il faut œuvrer pour que le droit international soit universel aussi bien dans sa compréhension que dans l'application de ses normes. Il ne faut pas oublier qu'en politique, le mode d'action démocratique suppose nécessairement une discussion et une élaboration minutieuse des décisions. Mesdames et messieurs, le risque potentiel de déstabilisation des relations internationales tient également à l'absence évidente de progrès dans le domaine du désarmement. La Russie se prononce pour la reprise du dialogue à ce sujet. Il est très important d'appliquer les normes juridiques internationales en matière de désarmement, tout en poursuivant la réduction des armements nucléaires. Nous avons convenu avec les États-Unis de ramener nos charges nucléaires équipant les vecteurs stratégiques à 1700 à 2200 unités d'ici au 31 décembre 2012. La Russie a l'intention de respecter strictement ses engagements. Nous espérons que nos partenaires agiront en toute transparence, eux aussi, et ne garderont pas sous le coude quelques centaines de charges nucléaires pour les mauvais jours. Donc, si le nouveau ministre américain de la Défense annonce que les États-Unis se garderont de mettre leurs charges excédentaires en stock, ni de les dissimuler sous un coussin, sous une couverture, je vous demanderai de vous lever pour applaudir ces paroles. Ce serait une déclaration très importante. La Russie respecte strictement le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et le régime multilatéral de contrôle de la technologie des missiles, et elle a l'intention de les respecter à l'avenir également. Les principes à la base de ces documents revêtent un caractère universel. À cette occasion, je tiens à rappeler que dans les années 1980, l'URSS et les États-Unis ont signé un traité sur l'élimination des missiles à moyenne et plus courte portée sans toutefois conférer de caractère universel à ce document. À l'heure actuelle, toute une série de pays possèdent des missiles de cette classe. La République populaire démocratique de Corée, la République de Corée, l'Inde, l'Iran, le Pakistan, l'État d'Israël. De nombreux autres pays sont en train de concevoir ces systèmes et envisagent d'en doter leurs forces armées. Or, seuls les États-Unis d'Amérique et la Russie restent fidèles à leur engagement de ne pas construire ces armes. Il est clair que dans ces conditions, nous sommes obligés de veiller à assurer notre sécurité. En même temps, il faut empêcher l'apparition de nouveaux types d'armes de pointe susceptibles de déstabiliser la situation. Je ne parle pas des mesures visant à prévenir la confrontation dans de nouveaux milieux, surtout dans l'espace. On sait que les guerres des étoiles ne relèvent plus de la fiction, mais de la réalité. Dès le milieu des années 1980, nos partenaires américains ont réussi à intercepter un de leurs satellites. Selon la Russie, la militarisation de l'espace est susceptible d'avoir des conséquences imprévisibles pour la communauté mondiale, conséquences qui ne seraient pas moins graves que l'avènement de l'ère nucléaire. C'est pour cela que nous avons maintes fois lancé des initiatives visant à prévenir le déploiement d'armes dans l'espace. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que nous avons préparé un projet de traité sur le non-déploiement d'armes dans l'espace. D'ici peu, nous l'enverrons à nos partenaires en qualité de proposition officielle. Je propose de travailler ensemble sur ce document. En ce qui concerne les projets prévoyant le déploiement en Europe d'éléments du système de défense antimissile, il ne manque pas non plus de nous inquiéter. Qui a besoin d'une nouvelle relance, inévitable en l'occurrence, de la course aux armements? Je doute fort que ce soit les Européens.
Aucun des pays dits à problème ne possède de missiles ayant une portée de l'ordre de 5 000 à 8 000 km et susceptible de menacer l'Europe. Mieux, dans un avenir prévisible, leur apparition dans ces pays n'est pas envisageable. Je dirais même plus, une tentative de lancer un missile nord-coréen, par exemple, vers les États-Unis via l'Europe serait contraire aux lois de la balistique. Profitant de mon séjour en Allemagne, je tiens à évoquer la crise que traverse le traité sur les forces armées conventionnelles en Europe. Signé en 1999, ce traité était adapté à une nouvelle réalité géopolitique, le démantèlement du bloc de Varsovie. 7 ans se sont écoulés depuis, mais il n'a été ratifié que par 4 pays, dont la Fédération de Russie. Les pays de l'OTAN ont ouvertement déclaré qu'ils ne ratifieraient pas le traité, dont les dispositions relatives aux limitations dans la zone des flancs, déploiement sur les flancs d'un certain nombre de forces armées, tant que la Russie ne procéderait pas au retrait de ses bases de la Géorgie et de la Moldavie. Le retrait de nos troupes de la Géorgie est en cours et ce, à un rythme accéléré. Tout le monde sait que nous avons déjà réglé ces problèmes avec nos collègues géorgiens. Quant à la Moldavie, on y trouve pour le moment une formation de 1500 militaires chargés de maintenir la paix et de protéger les entrepôts de munitions qui y subsistent depuis l'époque soviétique. Nous discutons en permanence de cette question avec M. Solana, il connaît bien notre position. Nous sommes prêts à aller plus loin dans cette direction. Mais que se passe-t-il pendant ce temps-là? Eh bien, on voit apparaître en Bulgarie et en Roumanie des bases américaines légères avancées de 5000 militaires chacune. Il se trouve que l'OTAN rapproche ses forces avancées de nos frontières, tandis que nous, qui respectons strictement le traité, ne réagissons pas à ces démarches. Il est évident, je pense, que l'élargissement de l'OTAN n'a rien à voir avec la modernisation de l'Alliance, ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, c'est un facteur représentant une provocation sérieuse et abaissant le niveau de la confiance mutuelle. Nous sommes légitimement en droit de demander ouvertement contre qui cet élargissement est opéré. Que sont devenues les assurances données par nos partenaires occidentaux après la dissolution du pacte de Varsovie? Où sont ces assurances? On l'a oublié. Néanmoins, je me permettrai de rappeler aux personnes présentes dans cette salle ce qui a été dit. Je tiens à citer des paroles tirées du discours de M. Werner, alors secrétaire général de l'OTAN, prononcé à Bruxelles le 17 mai 1990, que nous soyons prêts à ne pas déployer les troupes de l'OTAN à l'extérieur du territoire de la RFA, cela donne à l'Union soviétique des garanties sur de sécurité. Où sont aujourd'hui ces garanties? Les blocs de béton et les pierres du mur de Berlin sont depuis longtemps des souvenirs. Mais il ne faut pas oublier que sa chute est devenue possible notamment grâce au choix historique de notre peuple, le peuple de Russie, en faveur de la démocratie et de la liberté, de l'ouverture et du partenariat sincère avec tous les membres de la grande famille européenne. Or, maintenant, on s'efforce de nous imposer de nouvelles lignes de démarcation et de nouveaux murs. Même s'ils sont virtuels, ils ne manquent pas de diviser, de compartimenter notre continent. Faudra-t-il à nouveau des années et des décennies, une succession de plusieurs générations de responsables politiques pour démanteler ces murs? Mesdames, Messieurs, nous préconisons le renforcement du régime de non-prolifération. L'actuelle base juridique internationale permet de mettre au point des technologies de production de combustible nucléaire pour l'utiliser ensuite à des fins pacifiques. Et bon nombre d'États veulent, à juste titre, développer leur propre nucléaire civil en tant que base de leur indépendance énergétique. En même temps, nous comprenons que ces technologies peuvent se transformer rapidement en know-how pour la production de matériaux nucléaires militaires. Cela suscite une grave tension internationale. La situation autour du programme nucléaire iranien en est un exemple éclatant. Si la communauté internationale n'élabore pas de solution raisonnable à ce conflit d'intérêts, le monde sera ébranlé, à l'avenir également, par ce genre de crise déstabilisatrice, car l'Iran n'est pas l'unique pays du seuil. Et nous ne le savons que trop, nous et vous. Aussi, nous serons en permanence confrontés à la menace de prolifération des armes de destruction massive, ADM. L'année dernière, la Russie a proposé de créer des centres d'enrichissement d'uranium multinationaux. Nous acceptons que de tels centres se créent non seulement en Russie, mais aussi dans d'autres pays où le nucléaire civil se développe sur une base légale. Les États cherchant à développer leur nucléaire civil pourraient recevoir du combustible en participant directement au travail de ces centres, évidemment, sous le contrôle rigoureux de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Or, les dernières initiatives du président des États-Unis, George W. Bush, sont à l'unisson de cette initiative russe. Je pense que la Russie et les États-Unis sont objectivement et également intéressés au durcissement du régime de non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs. Et ce sont justement nos deux pays, leaders pour leur potentiel nucléaire et balistique, qui doivent, eux aussi,
devenir leader de la mise au point de nouvelles mesures plus rigoureuses en matière de non-prolifération. La Russie est prête à effectuer un tel travail. Nous menons des consultations avec nos amis américains. Somme toute, il doit y être question de la mise en place de tout un système de leviers politiques et de stimulants économiques qui n'incitent pas les États à créer leurs propres capacités en matière de cycle du combustible nucléaire, mais leur permettent de développer leur nucléaire civil, en renforçant ainsi leur potentiel énergétique. À cette occasion, je tiens à parler plus en détail de la coopération énergétique internationale. Madame la chancelière fédérale en a parlé. Elle aussi, bien que brièvement. Dans la sphère énergétique, la Russie s'oriente vers l'élaboration de principes de marché et de conditions transparentes qui soient les mêmes pour tous. Il est évident que le prix des hydrocarbures doit être établi par le marché et ne doit pas faire l'objet de spéculations politiques ni de pression ou de chantage économique. Nous sommes ouverts à la coopération. Des compagnies étrangères participent à nos plus grands projets économiques. Selon différentes évaluations, jusqu'à 26% de l'extraction de pétrole en Russie reviennent. Réfléchissez bien à ce chiffre. Jusqu'à 26% de l'extraction de pétrole en Russie reviennent au capital étranger. Essayez donc de me citer un exemple de présence aussi large du business russe dans les branches clés de l'économie des États d'Occident. Il n'y en a pas. Je tiens aussi à rappeler la proportion d'investissements arrivant en Russie et partant de Russie vers d'autres pays du monde. Ce rapport est à peu près de 15 pour 1. Voilà un exemple éclatant de l'ouverture et de la stabilité de l'économie russe. La sécurité économique est une sphère où tout doit s'en tenir à des principes uniques. Nous sommes prêts à une concurrence loyale. L'économie russe a de plus en plus de possibilités pour cela. Cette dynamique est objectivement évaluée par des experts et nos partenaires étrangers. Récemment, par exemple, la Russie a été mieux notée au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Notre pays est passé notamment du groupe à risque 4 au groupe 3. Profitant de l'occasion, ici, aujourd'hui à Munich, je voudrais remercier tout particulièrement nos collègues allemands de leur concours à l'adoption de la décision évoquée. Continuons. Comme vous le savez, le processus d'adhésion de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce, OMC, est entré dans sa phase finale. Je rappellerai qu'au cours des négociations longues et difficiles, nous avons plus d'une fois entendu des paroles sur la liberté d'expression, la liberté de commerce et des possibilités égales, mais seulement quand il s'agissait du marché russe. Et encore un thème très important qui influe directement sur la sécurité globale. On parle beaucoup aujourd'hui de la lutte contre la pauvreté. Mais qu'est-ce qui se produit en réalité? D'une part, des ressources financières, et souvent importantes, sont allouées à des programmes d'assistance aux pays les plus pauvres. Quoi qu'il en soit, et beaucoup le savent ici également, il n'est pas rare que les compagnies des pays donateurs eux-mêmes les utilisent. D'autre part, l'agriculture dans les pays industrialisés est toujours subventionnée, alors que l'accès des hautes technologies est limité pour d'autres. Appelons donc les choses par leur nom. Il s'avère qu'une main distribue les aides caritatives, alors que l'autre entretient l'arriération économique, mais récolte aussi des bénéfices. La tension sociale surgissante dans de telles régions dépressives se traduit inévitablement par la croissance du radicalisme et de l'extrémisme, tout en alimentant le terrorisme et les conflits locaux. Et si tout cela se produit de surcroît, par exemple, au Proche-Orient dans le contexte d'une vision aggravée du monde extérieur, en tant que monde injuste, une déstabilisation globale risque de se produire. Il va sans dire que les principales puissances mondiales doivent voir cette menace et organiser, par conséquent, un système plus démocratique et plus équitable de rapports économiques qui donne à tous une chance et une possibilité de développement. Intervenant à une conférence sur la sécurité, on ne peut pas, non plus, mesdames et messieurs, passer sous silence l'activité de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE. L'OSCE a été créée pour examiner tous les aspects. Je tiens à le souligner, tous les aspects de la sécurité, qu'il s'agisse des aspects politico-militaires, économiques ou humanitaires et ce, dans leur rapport réciproque. Mais que voyons-nous aujourd'hui en réalité? Nous voyons que cet équilibre est manifestement perturbé. On essaie de transformer l'OSCE en instrument vulgaire au service des intérêts politiques extérieurs d'un seul pays ou d'un groupe de pays à l'égard d'autres États. Et c'est pour cette tâche que l'on a aussi monté de toutes pièces l'appareil bureaucratique de l'OSCE qui n'est nullement lié aux États fondateurs. On a monté de toutes pièces pour cette tâche également les procédures d'adoption des décisions et d'utilisation des fameuses organisations non gouvernementales, UNG. Formellement, il s'agit effectivement d'organisations indépendantes, mais financées rationnellement et par conséquent contrôlées. Conformément aux documents fondateurs, dans la sphère humanitaire,
l'OSCE est appelée à accorder aux pays membres, à leur demande, un concours en matière de respect des normes internationales dans le domaine des droits de l'homme. C'est une importante mission. Nous la soutenons. Mais cela ne signifie pas qu'on peut s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays et encore moins tenter de leur dicter la manière dont ils doivent vivre et se développer. Il est parfaitement évident qu'une telle ingérence ne contribue pas du tout à la maturation d'États authentiquement démocratiques. Par contre, elle les rend dépendants, avec comme conséquence l'instabilité sur les plans économiques et politiques. Nous espérons que l'OSCE se guidera sur ses tâches immédiates et organisera ses relations avec des États souverains sur la base du respect, de la confiance et de la transparence. Mesdames, Messieurs, en conclusion, je voudrais retenir ceci. Nous entendons très souvent, et je les entends personnellement, les appels de nos partenaires, y compris nos partenaires européens, exhortant la Russie à jouer un rôle de plus en plus actif dans les affaires internationales. Je me permettrai à cette occasion une petite remarque. Nous n'avons pas besoin d'être éperonnés ou stimulés. La Russie a une histoire millénaire et pratiquement elle a toujours eu le privilège de pratiquer une politique extérieure indépendante. Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui non plus de faillir à cette tradition. En même temps, nous voyons que le monde a changé et nous évaluons avec réalisme nos propres possibilités et notre propre potentiel. Et évidemment, nous voudrions aussi avoir affaire à des partenaires sérieux et tout aussi indépendants avec lesquels nous pourrions travailler à l'édification d'un monde plus démocratique et plus équitable, tout en y garantissant la sécurité et la prospérité, non seulement des élites, mais de tous. Je vous remercie de votre attention. Ce discours de 2007 était-il un simple coup de communication ou un véritable avertissement que le monde aurait dû prendre plus au sérieux? L'idée d'un monde multipolaire ici où plusieurs puissances se partagent l'influence est-elle une solution au conflit actuel ou un facteur d'instabilité encore plus grand? À votre avis, les États-Unis auraient-ils dû réagir différemment à cette prise de position de la Russie à l'époque et aujourd'hui? Avec la montée en puissance de la Chine, de l'Inde et d'autres nations, vivons-nous enfin dans ce monde multipolaire annoncé par Poutine? Enfin, je voudrais bien savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, partagez avec moi vos impressions, vos avis, quels sont vos commentaires et moi, je prendrai du plaisir à vous répondre également dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se retrouve à la prochaine. À tout de suite.